La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. AFIS 2022, l'événement qui accompagne la finance africaine dans sa transformation, et sous ce lundi à Lomé, les préparatifs à quelques heures de l'ouverture à suivre en début d'édition. Et pour une meilleure transformation de l'économie nationale, il est primordial de privilégier le partenariat public-privé. Le Togo s'y est engagé, ceci à travers plusieurs mesures et réformes en faveur du secteur privé à suivre dans le courant de ce journal. Et puis ces ouvrages dédicacés hier à Lomé, accès de la femme aux instances décisionnelles et aux fonctions électives et le manuel de leadership pour la jeune fille, des ouvrages signés Maître Molga Kadiaka Abounima est paru aux éditions Aoudi à découvrir en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Plus que quelques heures pour l'ouverture de l'African Financial Industry Summit AFIS 2022, 2 jours de conférences, ateliers et tables rondes qui permettront aux leaders de l'industrie financière africaine de contribuer à la relance économique du continent. Les préparatifs à quelques heures de l'ouverture, dossier signé Ulrich Amega. Tout autour de l'hôtel du Février flottent les drapeaux des 50 pays participants à l'édition 2022 de l'Africa Financial Industry Summit AFIS 2022. Dans la salle d'attente, c'est la ruée vers l'espace badge. De là à la salle Concorde, la beauté de la conception graphique de AFIS vous accueille. Une salle plénière réservée pour l'ouverture officielle de ce sommet. Ici, des écrans sont installés pour les projections, des sièges disposés en toute finesse pour les personnalités et autres participants, fauteuils bien posés pour accueillir, panels et tables rondes, projecteurs et caméras en place, techniciens à l'œuvre pour les derniers réglages. En exclusivité, un exercice de présentation pour la maîtresse de cérémonie. Un événement comme celui-ci, ça met quasiment 6 mois à se préparer. C'est à la fois des installations, du matériel, de la technique, de la création scénographique qui mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à arriver, qui viennent à la fois de Côte d'Ivoire, d'Europe et puis également du Togo. Voilà, donc c'est des longs mois de préparation avec des dizaines, une équipe de plus d'100 de personnes en fait. AFIS 2022, c'est également un espace exposition réservé pour les partenaires. L'on y découvre toutes les institutions financières, banques et compagnies d'assurance. Tout l'univers de la finance africaine s'invite donc dans la capitale togolaise. C'est un sommet qui va attirer plus de 800 personnes, à travers l'Afrique et à travers le monde. Donc c'est une très belle initiative pour le pays. Des panels et des tables rondes pendant 2 jours qui va réunir en gros les plus grands leaders des banques, des assurances, des fintechs et du mobile money en Afrique, ainsi que des gouverneurs de banques centrales et également plusieurs ministres de l'économie et des finances. Tout est mis en place pour marquer cet événement, premier du genre en Afrique. Et la place de l'indépendance annonce déjà les couleurs. L'inclusion financière, parlons-en, elle a pour but d'élargir l'accès à des produits et services bancaires et financiers abordables aux populations exclues du circuit bancaire classique. L'objectif pour l'African Financial Industry Summit est justement de parvenir à inclure le plus grand nombre de personnes dans le système financier. Les microfinances soutiennent l'initiative. Carmen Madi Akapo. L'inclusion financière permet aux populations vulnérables de financer leurs activités, d'épargner, de subvenir aux besoins de leur famille et de se protéger contre les risques de la vie courante. L'ambition du sommet de l'industrie financière africaine est de créer une Afrique où tout le monde est intégré financièrement. Les microfinances togolaises épousent cette idée. C'est une grande rencontre qui va voir la participation de beaucoup de praticiens de la finance. C'est toujours bon de s'asseoir, de se frotter, de partager les expériences des autres pays. Et nous sommes
dans une zone réglementaire donnée. Il y a d'autres acteurs qui vont venir de l'Afrique, de toutes les parties de l'Afrique. Et c'est beaucoup d'expérience qu'on va partager. La microfinance, c'est beaucoup de personnes d'abord. Beaucoup de personnes, plus de 3 500 000 Togolais qui sont impliqués dans ce secteur comme membres, comme clients et qui entreprennent pour la majorité des activités génératrices de revenus. Et donc, ça mobilise beaucoup de dépôts, plus de 200 milliards de dépôts et également beaucoup de crédits. Presque 300 milliards de crédits qui sont débloqués pour par plus de 500 points de vente sur toute l'étendue du territoire. La révolution numérique transforme profondément le monde de la finance et force les fournisseurs de services financiers à s'adapter. Pour les experts, la digitalisation de la microfinance est essentielle à la survie du secteur. AFIS mise sur le numérique pour réussir l'inclusion financière de l'Afrique. Je dis souvent à mes collègues DG des institutions que soit on va à la digitalisation ou on disparaît. Parce que le profil du client a évolué. Le client de 1995 n'est pas le client de 2022. Le client ne veut plus faire de queue. Le client ne veut plus se déplacer. Le client veut, depuis son étalage, faire son dépôt et faire son retrait. Le client veut payer son crédit via Flouz, via T-Money. Il faut qu'on s'adapte à cette clientèle-là. Le client est sur les réseaux sociaux, Facebook, et Instagram, etc. Il faut qu'on accompagne le client. AFIS est une plateforme lancée en 2021 pour permettre aux leaders de l'industrie financière d'échanger sur les enjeux de financement en Afrique. Ce sommet, qui se déroulera à Lomé, est le premier en présentiel. Et vous suivrez demain sur la télévision togolaise la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du sommet de Lomé sur l'industrie financière africaine. Mais au-delà de ces rencontres, une meilleure transformation de l'économie nationale nécessite de privilégier le partenariat public-privé. Le Togo s'y est engagé depuis à travers plusieurs mesures et réformes en faveur du secteur privé. Lesquelles et quelles en sont les retombées sur l'économie togolaise? Ulrich Amega. Depuis quelques années déjà, le gouvernement togolais s'est engagé dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale. Ceci pour une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Un engagement qui requiert la mise en place d'un partenariat public-privé pour sécuriser et pérenniser les investissements. Le gouvernement opte pour le renforcement du cadre de concertation et de dialogue avec le monde des affaires. L'objectif est d'explorer dans une approche participative et inclusive les voies et moyens susceptibles de permettre au secteur privé de jouer son rôle de véritable levier de croissance économique du pays. Faisons la chasse au fond par rapport à nos industries, par rapport au secteur privé d'une façon générale au Togo. Alors, quand de telles opportunités se présentent, nous accourons pour voir quelles sont les disponibilités, quelles sont les possibilités que nous avions pour pouvoir prendre une grande part dans les propositions qui nous seront offertes. Aujourd'hui, il est clair que le financement demeure un problème épineux. Et c'est pour cela que nous essayons de discuter avec les banques pour voir quelles sont les différentes facilités qu'ils peuvent avoir. Plusieurs mesures ont été donc prises sur les orientations du chef de l'État pour renforcer la confiance entre le Togo, les opérateurs économiques, les investisseurs nationaux et internationaux. Il s'agit notamment de favoriser la mise en œuvre des projets et réformes de l'agenda gouvernemental 2020-2025 en facilitant l'investissement privé et en optimisant la dépense publique pour développer les infrastructures dans les secteurs porteurs et stratégiques de l'économie nationale. Les PME, PMI, les banques exigent des garanties qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et quand tu ne présentes pas ces garanties, c'est le b.a.-ba du crédit, automatiquement, vous êtes éliminé. Et il faut chercher les moyens de pouvoir à ces garanties. Le gouvernement ne reste pas les bras croisés.
Et nous avions organisé plusieurs missions avec les ministres de l'investissement et du secteur privé. Nous étions en Inde et au niveau de l'Inde, les différentes institutions financières qui étaient présentes, nous avions pu discuter et voir dans quelle mesure nous pouvons pénétrer dans leurs fonds. Et tout récemment, dans le cadre de l'entrée du Togo dans le Commonwealth, nous étions à Londres. Et à Londres également, il y a une panoplie d'institutions financières que nous avions reçues et qui très bientôt seront dans notre pays et avec qui nous aurons à discuter. C'est une très belle opportunité. Et plus que jamais, nous serons présents. La mise en place du partenariat public-privé au Togo a permis au pays de mobiliser en l'occurrence des investisseurs ou des ressources pour des projets d'envergure, au nombre desquels la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA, la centrale thermique Kekeli Efficient Power ou encore la centrale photovoltaïque de Blita. La recette tient en une formule: orienter le capital privé vers plus d'investissements productifs pour créer davantage de richesses et plus d'emplois. Le secteur privé togolais, un secteur privé tant convoité par les investisseurs internationaux, et c'est en partie grâce au savoir-faire des entrepreneurs togolais. Ils se spécialisent de plus en plus dans la production des produits locaux, allant à la découverte de certains de ces produits, des dérivés du soja et des épices. Elia Gbanyada. Depuis quelques années, les graines de soja sont de plus en plus transformées sous plusieurs formes et consommées au Togo. Que ce soit dans l'alimentation ou le cosmétique, le soja a révolutionné le monde de la transformation agroalimentaire. Ici, chez Maman Soja, c'est une soixantaine de dérivés de cette graine qui sont transformés. Pour avoir ces produits, Maman Soja et toute son équipe mettent en branle des techniques ingénieuses et créatives. Pour que le soja puisse faire sortir ces éléments nécessaires, il faut le traiter. C'est ça notre spécialité. Tous nos produits que vous allez consommer, c'est thérapeutique. Chaque produit a sa spécialité. Le thé de soja a plusieurs vertus. Ça contient assez de vitamine C. Et si vous avez Vita riche adulte, nous avons ce que nous appelons par Nutri Plus, c'est un complément alimentaire. La moutarde de soja, moutarde communément appelée Afiti, il remplace le cube du marché. L'huile de soja, là, quand vous le voyez, vous pouvez prendre toute huile qui est déjà coagulée. Et vous prenez cette huile, vous mettez sur ça, ça va se dissoudre automatiquement. Du coup, quand ça rentre dans votre organisme, ça débarrasse les mauvaises graisses. Pour une bonne santé de ces consommateurs, tous ces produits sont sans produits chimiques et sont certifiés aux normes nationales. PIDE est promotrice des produits alimentaires BJS qu'elle expose à travers ses vitrines. Donner de l'importance aux produits du terroir est son leitmotiv. Nous proposons essentiellement les produits de nos jeunes entrepreneurs locaux. Des jus de fruits, des huiles locales et nous transformons aussi les épices en poudre. Concernant la viande de poulet et les lapins, tout est local. Nous avons des escargots, il y en a des entrepreneurs qui le font aussi. Donc nous le faisons en frais et en sec pour les voyageurs. Nous avons du tilapia, comme vous voyez, il y a le Togo qui produit maintenant du tilapia, pas de l'importer. Les volailles, pareil. Des fois, ils se disent que ce sont des produits trop chers, pas assez accessibles. Or, bon, c'est pas aussi tout à fait vrai. Des épices à 200 francs, du piment, avec du poisson, du sel qu'on peut en même temps manger avec de la viande à table. Vraiment, nous les encourageons à s'approcher, à voir, à comprendre ce qu'on fait et vraiment tout le monde aura sa part. On voudrait travailler ensemble avec les autres entrepreneurs pour avoir des supermarchés, hypermarchés dignes de nos produits locaux. La consommation locale est en plein essor au Togo. Le moyen de consommer local offre l'occasion pour le pays de vanter de plus en plus les mérites de la consommation des biens et services locaux. Et c'est l'une des obligations des opérateurs économiques, payer ses impôts et taxes. C'est un devoir citoyen. Beaucoup de ces opérateurs économiques le savent aujourd'hui grâce aux sensibilisations menées par l'Office togolais des recettes OTR et les collectivités territoriales. Mais le pari est loin d'être gagné. Certains sont encore réticents à s'acquitter de ce devoir, d'où l'importance de les informer davantage. Alors, question ce soir, à quoi servent nos impôts et taxes? Dossier signé Ekwesala. Routes, écoles, structures sanitaires,
mesures sociales d'atténuation de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations. Où l'État trouve-t-il de l'argent pour fonctionner et pour financer les politiques publiques? En 2021, le budget de l'État s'élevait à plus de 1521,6 milliards de francs CFA. L'Office togolais des recettes a pu mobiliser à lui seul environ 780 milliards de francs CFA, plus de 51% de la recette totale. Une contribution chaque année en hausse, 19% en 2021. Les contribuables comprennent que le Togo se construit par les Togolais. C'est le cas de Kwame. Depuis la mise en place de son entreprise en 2019, il n'a jamais manqué au paiement de ses impôts. J'avais voulu demeurer dans l'informel, mais après, à travers cette information, on a compris qu'on ne peut pas vivre dans l'informel et réussir ou bien être en sécurité. Il faudrait qu'on arrive à contribuer pour que l'État aussi puisse contribuer à son tour. Mais il y a toujours des réticents, surtout avec l'avènement des communes. En plus des impôts que collecte l'Office togolais des recettes, les opérateurs économiques doivent verser des taxes aux collectivités locales. Difficile à concevoir pour bien de contribuables. Quand vous êtes une entreprise légalement constituée, mais vous avez également, par exemple, une plaque de publicité, ça veut dire que vous devez payer au niveau de l'OTR les taxes qui vous reviennent sans contrepartie. Et la taxe qui est liée, par exemple, à la publicité, à la plaque publicitaire, à la commune, mais avec une contrepartie, parce que vous avez érigé une plaque et c'est en contrepartie vous payez. Alors que les recettes de l'OTR sont versées au trésor public, les taxes communales, quant à elles, servent directement aux mairies. Elles sont généralement affectées à des services d'utilité publique. Dans les deux cas, le paiement des impôts et taxes est une nécessité citoyenne. Les impôts, les taxes, ça sert au développement du pays. Nous, au niveau local, c'est ceux qui sont beaucoup plus dans l'informel. Ce que fait l'OTR, nous, on ne peut pas le faire. Et ce que nous faisons, l'OTR ne doit pas le faire. Mais la petite nuance aussi, c'est les patentes, les impôts sur le revenu, les taxes d'habitation, que l'OTR est mieux structuré et récolte. Et il sait que c'est sur le territoire de telle commune. Et en fin du mois ou en fin d'année, ils font les additions et puis ils nous envoient ça. S'acquitter de cette taxe, oui, mais de manière spontanée et volontaire, c'est le plus souhaitable. Sinon, l'autorité pourra sanctionner. Cela peut aller jusqu'à la fermeture définitive des sociétés et entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Des dispositions sont prises par l'OTR et les collectivités locales pour ne plus en arriver là. Un tout autre sujet à présent, Journée internationale des droits des enfants. Elle a été célébrée en différé à Adeta. Une célébration pour susciter l'engagement des parents à bannir les violences faites aux enfants et à s'engager pour une meilleure protection de ces êtres fragiles. Sylvain Abdou. Cette célébration ici à Adeta de la Journée internationale du droit des enfants est une célébration en différé. Elle est célébrée par les clusters de Pelé. Ce cluster regroupe 13 centres de développement des enfants et jeunes C2J. Une célébration pour davantage parler de la protection des enfants et les engagements à opérer pour leur offrir une vie beaucoup plus épanouie. Étant acteur de l'encadrement des enfants, nous avons vu que seule la protection de l'enfant peut permettre un développement holistique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser encore avec la maltraitance des enfants parce que l'enfant constitue l'avenir de demain. Les enfants, selon les responsables des CDE, subissent parfois des violences de tout genre, d'où cette initiative pour appeler les parents à des comportements plus responsables. Au niveau des CDE, nous recadrons vraiment la protection de l'enfant et inculquons aux parents la notion de leur responsabilité quant à ce qui concerne la protection de l'enfant. Cette disposition a permis à chaque acteur de s'engager chacun à son niveau pour jouer sa partition en vue de promouvoir le droit des enfants. Respecter les droits des enfants veut dire nous devons donc nous éloigner des violences aux enfants, amener les enfants à comprendre la vie, leur donner ce qu'ils veulent et pour leur progression. Nous allons toujours continuer de cette sensibilisation pour permettre à tout un chacun de comprendre ce qui est des droits des enfants. Cette journée axée sur le thème « Le droit à la non-discrimination et à la différence »
a permis d'expliquer le bien fondé du 20 novembre, c'est-à-dire la Journée internationale du droit des enfants, et du 16 juin, c'est-à-dire la Journée africaine du droit des enfants. Des explications pour davantage susciter l'engagement des acteurs autour de la promotion de cette valeur, comme l'illustre bien ce match fédérateur. À l'étranger, les Congolais seront appelés aux urnes le 20 décembre 2023. Ils auront à élire le président de la République démocratique du Congo pour les 5 années à venir. Une élection présidentielle à un seul tour couplée des législatives, des élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Une date fixée, celle du 20 décembre 2023. Contre toute attente, la commission électorale accouche d'un calendrier. C'était un document qui nous faisait défaut, à son temps, parce que le calendrier a un caractère contraignant, ça s'impose à toutes les parties prenantes, tandis que la feuille de route n'en a pas. Cette annonce intervient alors que l'Est du pays fait face à un regain de violence. Ces dernières semaines, les rebelles du M23 se sont emparés de larges territoires dans le Nord Kivu. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les combats. D'abord, c'est une réponse à tous ceux qui pensaient un moment qu'il y avait des doutes sur la volonté du gouvernement d'organiser les élections dans les délais. C'est un fait aujourd'hui qu'une partie de la République ploie sous des bruits des bottes, mais cela ne nous empêche pas de continuer à travailler. Mais l'instabilité sécuritaire n'est pas le seul obstacle à la tenue de ces élections. Le défi logistique est immense, d'autant que 4 scrutins doivent avoir lieu le même jour. En RDC, présidentielle et législative se déroulent concomitamment. Le 20 décembre 2023, les électeurs devront aussi choisir leurs députés provinciaux et des conseillers communaux. C'est un chaos que M. Kadima est en train de planifier parce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas comment Kadima prévoit seule l'autorité que les votes se déroulent le 20 décembre 2023, c'est-à-dire un mercredi, une journée ouvrable, alors que traditionnellement, c'est le dimanche que les Congolais votent. Autre sujet de litige, le vote de la diaspora. Il pourrait avoir lieu dans 5 pays, la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Mais c'est Kadima seul, certainement suite aux injonctions de l'Union sacrée, décide que les Congolais de la diaspora votent et choisit lui-même les pays qui vont participer au vote. Sur base de quoi ? Des doutes enfin sur la capacité de l'État à financer ces élections. Dans les zones en proie au combat, du matériel électoral aurait été saccagé. À ce stade, le gouvernement assure s'être acquitté de 80% des frais nécessaires à la tenue du scrutin. Retour en page nationale a évoqué cette balade littéraire. 2 ouvrages à découvrir. Il s'agit de Accès de la femme aux instances décisionnelles et aux fonctions électives et du manuel de leadership pour la jeune fille. Maître Molga Kajaka Abounimam a dédicacé ses ouvrages ce samedi, des chefs-d'œuvre parus aux éditions Aoudi. Edwige Atakwabasabi et Carmen Madé Akako. Accès de la femme aux instances décisionnelles et aux fonctions électives. Un ouvrage signé Maître Molga Kajaka. Paru aux éditions Aoudi, le document traite d'une problématique actuelle. Comment construire son parcours lorsqu'on est femme et attiré par la vie publique de son pays? Une interrogation qui oriente les réflexions de l'auteur sur des concepts clés. Partager mes expériences de jeune fille d'abord, mais pas en politique, avec la jeune fille et la femme qui aspire à la politique. Parce qu'avec soi, un certain nombre de contingences, d'idées limitantes, au point que pour aspirer à d'autres fonctions ou à faire des choix, c'est un peu difficile. L'enjeu est donc réel. Les implications sont nombreuses et les espérances diverses. Concilier la vie professionnelle avec la vie familiale devient un peu compliqué. Et dès lors qu'on a une éducation déjà qui nous confine dans un rôle de mère au foyer, on s'en contente. Et c'était important pour moi de compléter le manuel de leadership de la jeune fille avec celui de l'accès des femmes dans les instances décisionnelles pour lui dire que non seulement elle peut gérer son foyer, elle peut gérer sa vie, elle peut gérer même ses naissances, elle peut organiser sa vie, elle peut être polie
elle peut être multitâche. On a besoin des femmes dans les instances politiques, mais l'hésitation étant là, pour nous c'était important aussi de partager l'expérience de terrain, qui n'est pas si évidente d'ailleurs. C'est pour ça que cet essai que j'ai mis à la disposition de la jeune fille comporte quelques leviers, quelques réflexions, quelques conseils dont elle peut se servir pour avancer. Pour un usage optimal du présent document, l'auteur propose en appui le manuel de leadership pour la jeune fille. Chef d'entreprise et député à l'Assemblée nationale, Molga Kadiaka incite ainsi les jeunes filles à pousser leurs limites et à s'affirmer davantage. Sport pour terminer, les championnats scolaires et universitaires. Le coup d'envoi a été donné à Bafilo. La compétition est placée sous le thème « Ensemble contre le radicalisme et l'extrémisme violent ». Nestor Mouzou. Après Tablibo en 2021, c'est au tour de Bafilo d'abriter la cérémonie de lancement des championnats scolaires et universitaires 2022-2023. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris de donner un nouveau souffle au sport scolaire et universitaire afin qu'il constitue des viviers pour les équipes nationales. Toutes les préfectures sont représentées à cette cérémonie de lancement. En souhaitant la bienvenue au public, le maire de la commune d'Assoli 1 s'est félicité du choix de Bafilo pour procéder au lancement des compétitions. C'est avec un cœur reconnaissant que je prends la parole en ce jour solennel de lancement officiel des championnats scolaires et universitaires. D'abord, pour vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à Assoli, terre de sport. Et ensuite, pour vous exprimer la reconnaissance des vaillantes et laborieuse population de notre préfecture pour l'honneur qui nous est fait d'accueillir le lancement national de cette compétition qui passionne la jeunesse togolaise dans son ensemble. Pour l'édition de 2022-2023, en dehors du football et de l'athlétisme, le handball, le judo et la natation feront partie des épreuves. Le gouvernement, peu à peu, relève le défi de la diversification des disciplines. Notre présence ici dénote à suffisance notre engagement à faire des championnats scolaires et universitaires non seulement des rencontres festives, mais de puissants cadres de socialisation, de transformation et de formation des jeunes aux vertus de la gagne, de l'endurance, du civisme et de la citoyenneté. Pour la ministre des Sports et des Loisirs, tous les acteurs de ces championnats doivent œuvrer pour la paix. C'est pourquoi ces compétitions sont placées sous le thème « Ensemble contre le radicalisme et l'extrémisme violent ». Dans ce contexte, chers élèves et étudiants, nous devons chacun, à son niveau, être un artisan de paix à travers nos attitudes en refusant d'adhérer à ces idéologies obscures et en collaborant avec les forces de défense et de sécurité par la dénonciation de tout cas suspect constaté. À cette cérémonie de lancement, 3 épreuves ont été retenues pour l'exhibition. Le judo, le 800 mètres hommes et dames et le football. Pour le 800 mètres dames, l'épreuve a été remportée par Fidel Pokobolo, représentant la préfecture du Golfe. Elle est suivie de Louise Bambafei Pelei de la région de la Kara et de Badieb Kamouki des Savanes. En ce qui concerne le 800 mètres hommes, Tassinim Bangna de la région de la Kara est arrivé en tête. Assaï Agbalagba de la centrale occupe la 2e place et Venceslas Sodeglan du Golfe la 3e. Concernant le match de football, il a mis aux prises le lycée de Bafilo en bleu et le lycée de Kodi de Kwalimé en rouge. Ce match a été caractérisé par la détermination des 2 équipes avec des occasions de but de part et d'autre. Mais aucune n'a pu inscrire de but jusqu'à la fin du temps imparti. À l'épreuve des tirs au but, c'est le lycée de Bafilo qui remporte la victoire avec le score de 5 contre 4. Plusieurs prix ont été remis. Les médailles pour les judokas, médailles également aux 3 meilleurs aux 800 mètres dames et hommes. L'équipe de football du lycée de Kodi s'est contentée de jeux de maillot et de ballons. Le lycée de Bafilo a soulevé la coupe mise en jeu.
Ainsi s'achève votre journal préparé par toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.